Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG. Salut tout le monde, bienvenue sur Cinéwa. Pour cette première séquence sur le cinéma belge, nous sommes ici au Cinéma Wellington avec le réalisateur belge Joachim Lafosse, qui s'est fait connaître pour ses films tels que Folie privée, Nue propriété, Ça rend heureux, Élève libre ou encore À perdre la raison. Une des grandes obsessions de Joachim Lafosse, c'est la famille. La cellule familiale étouffante, défaillante, où la protection finit par se transformer en aliénation pour les personnages. On a encore le droit de se voir, merde! Oh, ça va, Luc, arrête, ça suffit! Mais qu'est-ce que ça peut te foutre si on se voit ici? Mais j'en ai marre de voir la tête de ton père, tu peux comprendre ça, non? Un autre de ces thèmes récurrents, c'est la manipulation. Dans les films de Joachim Lafosse, on trouve rarement des gentils et des méchants blancs ou noirs, comme dans les films hollywoodiens, mais plutôt des personnages ambivalents qui pratiquent la manipulation ordinaire pour arriver à leur fin. Non mais tu sais ce que c'est un abus? Va chez les flics, demande-leur ce que c'est un abus. Pauvre victime, va. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu nous as pas dit que tu voyais toujours de Clerc? Je mens pas. C'est elle qui m'a dit que ça devait rester entre nous. C'est sa faute alors? Dans son dernier film, Les Chevaliers Blancs, qui n'est pas, au risque de décevoir certains, la suite de Batman, le Chevalier Noir, on retrouve Vincent Lindon en leader charismatique d'une mission humanitaire. Évidemment, vous l'avez compris, nous sommes dans un film de Joachim Lafosse et le leader charismatique va vite se révéler être un narcissique manipulateur. Je vous laisse découvrir et puis nous retrouvons Joachim Lafosse pour répondre à nos questions. J'ai loué un Boeing 737 et c'est un 737 qui va atterrir ici. Voilà, je vous le dis, moi. Jacques, Oui, mais c'est moi qui paye. t'es vulgaire, tu me fais honte! Et toi aussi, tu me Avec fais ton honte. argent, À toucher là, les bacs dans chiches, tous les avec la villages, radio qui décolle et qui atterrit. insultes à ce pays. Ta gueule! Tu m'entends? Non, ce qu'ils veulent, c'est créer un incident diplomatique. La France pourra pas renvoyer comme ça 300 gamins réfugiés de guerre. Alors, Monsieur Lafosse, merci de votre présence pour cette première de Cinéwa. Alors, comme souvent avec vos films, on sort un peu dérangé. Peut-être parce qu'on n'a pas su vraiment identifier dans ce film qui sont vraiment les gentils et les méchants. Est-ce que c'est délibéré de votre part? Bah oui, certainement. Oui. Ma position de cinéaste, de plus en plus, est de vous confronter, vous spectateurs, à votre subjectivité. La vérité sur l'affaire L'Arche de Zoé, dont je me suis inspiré pour faire ce film, c'est un peu de la provocation de dire ça, mais je m'en fous en fait. C'est pas le cœur de ce qui me motive et de ce qui me donne envie de faire. Alors il y a une chose. Écrire un film inspiré d'un fait divers, on oublie de dire que c'est une vraie cascade en fait. Parce que déjà parce qu'en tant que cinéaste, c'est vous proposer une histoire que vous connaissez déjà, dont vous avez déjà entendu parler, et donc avec les scénaristes, ce qu'on se dit très vite, c'est que notre travail, c'est faire naître les personnages. C'est-à-dire que le récit médiatique, c'est un récit, mais c'est pas le récit scénaristique. Ce qui distingue le récit médiatique du récit scénaristique, c'est la naissance du personnage. C'est-à-dire que mon boulot, c'est d'écrire pour que vous, pendant 1h30, vous soyez vraiment avec ces protagonistes qui sont évidemment le fruit d'une subjectivité, de mon imagination. Moi, je crois que c'est une des questions que tu voulais me poser, mais j'y viens évidemment. J'ai jamais, Non, j'écoute. J'ai jamais voulu rencontrer les protagonistes des affaires dont je m'inspire, d'abord parce que c'est une manière de respecter ces gens dont j'entends parler dans les médias et puis dont je m'inspire. C'est une manière de laisser libre cours à mon imagination. Et c'est la seule manière de faire fiction. Mais est-ce qu'on écrit différemment quand on sait qu'il y a quand même des personnages réels derrière, des personnes réelles derrière ces personnages? Non.
Et on n'a pas une Enfin, responsabilité par c'est-à-dire rapport à eux. on est que ce soit avec l'affaire L'Ermite ou que ce soit avec l'affaire L'Arche de Zoé, il y a quelque chose, je suppose, qu'il y a quelque chose, pour moi, d'intime dans ces affaires. Et qui m'attrape, qui me bouleverse et qui me donne envie de travailler là-dessus. Et puis après, justement, je fais pas des films musées où je suis pas là pour reconstituer. Je suis plutôt une espèce d'éponge qui retravaille la chose et puis c'est des films qui sont beaucoup plus proches de moi que de la vérité ou que de. Et puis imaginez-vous si je vous disais, vous savez, mon film c'est la vérité sur l'affaire L'Ermite ou c'est la vérité sur l'affaire de l'Arche de Zoé, mais je serais dingue, hein, je vous autoriserais à m'enfermer. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines personnes prennent ce film pour la vérité et oublient de regarder plus loin ? Ah mais si les gens prennent le cinéma pour la vérité, c'est pas de ma faute. Hein. Justement, si tout ça est une fabrication, c'est une construction, je vais vous emmener sur un plateau, vous allez voir, ça n'est pas la vie. Après, mon boulot, c'est de rendre ça vraisemblable. Et d'ailleurs, vous payez votre ticket pour ça. Le cinéma, la salle de cinéma, c'est le lieu de la naissance du héros. Le cinéma hollywoodien a créé ce mythe. Et moi, je suis un cinéaste belge, européen. Et ce qui me plaît, c'est de choisir, d'écrire des personnages qui, au départ, se présentent comme des héros, comme des sauveurs, comme des gens généreux, et puis de déconstruire ce héros. Et de montrer que derrière l'altruisme ou derrière la générosité, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir de la transgression, des limites qui sont dépassées. Ce qui, évidemment, vous oblige à une forme de vigilance. Et il y a souvent des gens qui me disent, oui, mais par exemple, en France, ça a été souvent le cas, qui me disaient, mais au fond, pourquoi vous avez choisi Vincent Lindon pour jouer ce rôle, ce type qui est louche, qui n'est pas clair, et qui n'est pas toujours honnête, qui ment. Pour arriver à emmener 20 bénévoles comme ça, dans une entreprise comme celle-là, pour être financé, pour convaincre 300 familles de verser 2 000 €, à mon avis, il faut être un peu séduisant et un peu charismatique. Est-ce que c'est une forme de gourou, de secte ? Ça, je vous laisserai... juge. Mais en tout cas, en général, par exemple, les leaders de sectes ou les gourous sont souvent séduisants et charmants. Sinon, ils n'emmèneraient pas avec eux. Là, je prépare un spectacle inspiré de la vie de Grelle. Il avait un charisme. Et donc, ça vous oblige à avoir cette vigilance sur le fond. C'est-à-dire, il ne suffit pas que quelqu'un soit charmant, vous propose avec séduction un projet pour partir avec lui directement. La vie est plus compliquée que ça. Et puis, il y a des gens qui se font élire démocratiquement, avec des idées dangereuses et simplistes et populistes. C'est un populiste de l'humanitaire, pour moi, Jacques Arnaud. Et une forme de manipulateur aussi. Il utilise parfois des techniques qui sont proches de la manipulation pour déjà, obtenir... Il ment. La manipulation. Imaginez, moi, je sais que j'ai fait ce film parce que j'étais devant ma télé, je regardais les informations, je me disais, mais quelle histoire on aurait raconté à ces enfants sur comment leur histoire en France, en Belgique ou chez leurs parents, comment elle aurait commencé? Pour moi, c'est inadmissible, c'est inacceptable. On ne peut pas... Est-ce que c'est une critique aussi des démarches humanitaires du Nord qui cacheraient parfois un paternalisme ou une quête de gloire personnelle comme le héros principal? On en a beaucoup parlé pendant la promotion. C'est vrai que c'est ce que Vincent disait tout le temps, c'est l'angle par lequel on a pris ce personnage. Comme c'est pas quelqu'un, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est pas quelqu'un qui agit pour l'argent, pour s'enrichir. C'est plutôt pour la gloire. Et donc il y a une forme d'ivresse narcissique. Qui lui fait perdre
comme l'a dit souvent Vincent, il aime plus l'amour que les autres. Il n'est pas vraiment dans l'altérité. On retrouve aussi dans votre film, pour un peu avancer sur le sujet, on retrouve le thème un peu de la cellule familiale. Dans vos premiers films, on la montre souvent au bord de l'explosion, dans Folie privée, dans Nue propriété. Dans Élève libre, c'est plutôt un peu le manque qui se fait sentir. Dans Un père la raison, elle devient étouffante jusqu'au drame. Ici, elle est présente, mais un peu hors champ, via les appels des familles et tout ça. Est-ce qu'il y a une cohérence dans votre œuvre par rapport à ça? C'était pas réfléchi, mais parce que je m'étais dit, oui, je vais faire un film... justement, je vais quitter les appartements dans lesquels j'ai souvent tourné, je vais quitter cette cellule familiale. Et puis en fait, je me suis rendu compte que, mais après coup, que ça reste quand même... Enfin, est-ce qu'on peut créer une famille à partir de ça? Et sur cette base-là, voilà. C'est de nouveau une limite pour moi qui est dépassée. Et au nom du bien, des bonnes intentions... non, tout n'est pas permis. On a beaucoup parlé du personnage de Vincent Lindon dans la promotion. Moi, il y a une personnage qui m'a particulièrement intrigué, c'est celle de la journaliste Françoise. Elle semble être en lutte permanente entre le rôle de témoin et le rôle de complice. Est-ce que c'est son but, c'est de ne pas passer de témoin à complice, de rester témoin? Est-ce que c'est possible en tant que cinéaste et justement documentariste? Alors, c'est un personnage, je pense que j'ai écrit et mis en scène ce personnage. J'ai travaillé pour le magazine Striptease au tout début de ma carrière. Et j'ai fait un film avec eux, enfin avec Marco Lamèche et Jean Libon, qui est un plan séquence d'un détenu tout jeune qui avait une vingtaine d'années et qui raconte l'histoire de ses cicatrices. Il a une quinzaine de cicatrices et à travers ces 15 cicatrices, il y a le récit de sa vie. Film dont je suis très fier, mais il y a un moment où vous prenez quand même la vie de quelqu'un qui n'est pas acteur, justement. Enfin, en gros, après avoir fait ce film, j'ai décidé d'arrêter de faire du documentaire. Parce que je ne suis pas sûr que les gens qu'on filme dans des documentaires se rendent toujours compte de ce qu'on leur prend. Et ça me met mal à l'aise. Tandis que la fiction, vous travaillez avec des acteurs, vous écrivez, vous annoncez que c'est de la fiction, c'est-à-dire que vous dites votre mensonge, même si les gens ne cessent de vous dire « mais non, c'est la vérité, c'est vraiment l'affaire Lhermitte ». Non. Donc, voilà, c'est après ça que j'ai décidé de faire de la fiction. Et donc cette journaliste, j'ai aimé écrire ce personnage parce qu'elle est dans ses contradictions, elle part avec son objectivité journalistique, et puis probablement qu'elle est attrapée par l'émotion, par son intimité, qui manifestement, elle est dans la question du désir d'enfant avec son compagnon, puisque son compagnon lui dit qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a jamais voulu se confronter à ces questions. Et puis elle décide de passer à l'acte. Et puis quand elle est arrêtée, elle ressort sa carte de presse. Est-ce qu'elle ne cherche pas dans cet enfant une forme de rédemption à justement son action sur place? Je ne sais pas, il faut demander au spectateur. Je pense qu'elle pense surtout à elle, et un peu moins à cet enfant. Ça répond en partie à la question. Voilà. On ne peut pas tout faire par amour. C'est le seul qui ne veut pas monter l'échelle. C'est le seul qui ne veut pas manger. C'est déjà dire quelque chose, ne pas vouloir manger ou ne pas vouloir monter l'échelle. Mais personne ne lui demande son avis. C'est un objet, de nouveau. Ces enfants sont des objets pour tous ces adultes en quête de gloire personnelle? À mes yeux, très, 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 très certainement. Et est-ce que ça s'est ressenti aussi dans la manière de le filmer? Finalement, ces enfants ont très peu de rôles,
parlant dans ce film? C'était hors de question d'émouvoir. Je trouvais putassier de filmer ces enfants en essayant de d'émouvoir le public, en faisant pleurer le spectateur de par la misère de ces enfants, etc. C'est pas un film sur les Africains, hein, c'est un film sur des Blancs qui déconnent. Je connais pas les Africains, moi. Les Blancs, par contre, enfin les Blancs. Est-ce que par leur rôle, ces enfants sont réduits finalement à quasiment des objets, des accessoires dans votre film? Les personnages du Oui, on est bien film d'accord. les traitent comme des objets. J'espère que je n'ai pas traité ces enfants comme des objets. Ils étaient avec leurs parents. Voilà, je ne les ai pas kidnappés pour faire le film. On n'a pas menti à leurs parents pour pouvoir faire le film avec eux. Et non, mais c'était intéressant parce que quand vous tournez, on a tourné le film au Maroc. On voulait tourner au Tchad, mais pour des histoires d'assurance, tout ça, c'est pas possible. Mais bon, au Maroc, les gens n'ont pas les mêmes moyens que chez nous. Et nous, on arrivait avec nos euros de producteurs et de réalisateurs. Enfin, voilà. Et en fait, ce que je constate, c'est que pour pouvoir faire un film avec des gens comme ça qui n'ont pas les mêmes moyens que vous, le seul moyen d'être conséquent, c'est d'être honnête, c'est de dire les choses, c'est-à-dire de payer les gens pour le travail qu'ils font, de ne pas leur prétendre à des choses qu'on n'assumera pas, et puis de faire la fête ensemble parce qu'on fait un film. On a aussi travaillé avec beaucoup de Tchadiens, une communauté de Tchadiens qui vit là au Maroc, qui est bloquée, qui n'a plus les moyens de venir vers l'Europe. Et ils étaient très fiers de faire le film parce que tout d'un coup, ils disaient ouais, comme ça, grâce au film, vous allez voir comment on a souffert avec cette affaire. Et est-ce que ça a été terrible le mensonge. Voilà, ça, ce qui me rassurait. On pourrait aussi parler d'un autre personnage qui personnellement m'a un peu intrigué, c'est le personnage de Xavier, oui. Qui finalement, pendant une bonne partie du film, réalise les 4 volontés de son maître, on pourrait presque dire Jacques Arnaud, et puis tout d'un coup se rebelle avec un sujet qui l'amène, c'est l'argent. Est-ce que finalement l'argent c'est le dernier recours du personnage quand toutes les tactiques de manipulation ont échoué, ou bien ça va plus loin que ça? Xavier, le personnage de Reda Kateb, il est plus cynique. Il connaît aussi, il accepte les principes de réalité du terrain. Il est sans doute déjà un peu plus curieux. Et puis à un moment, il renvoie Jacques Arnaud à son idéalisme et à sa bêtise, quoi. Donc, et puis c'était un personnage très, très connaissant le terrain et les principes de réalité du terrain. C'est par lui qu'on pouvait montrer à quel point Jacques Arnaud est fou, en fait. C'est l'exemple du Boeing. Malgré le fait qu'il y a peu d'enfants, il faut quand même continuer. Bon. Alors il y avait autre chose qui me plaisait aussi dans l'écriture du scénario, c'était de faire voir. Au fond, est-ce que les parents adoptants qui ont versé 2 000 €, est-ce qu'ils ne sont pas un peu commanditaires aussi de cette affaire foireuse? Voilà, parce que sans cet argent, Jacques Arnaud il n'aurait rien pu. Et donc, je trouvais là, pour moi, cette affaire, l'affaire L'Arche de Zoé, a quelque chose là de mythique. C'est-à-dire au nom de notre désir d'enfant, au nom de notre souffrance, quel droit on se donne. Et il me semble, pour moi, cette histoire est mythique dans le sens où elle confronte le droit de l'enfant au droit à l'enfant. Et pour moi, c'est toujours le droit de l'enfant qui doit l'emporter. On peut pas accepter que le droit à l'enfant l'emporte sur le droit de l'enfant. Et c'est ce que ces gens oublient, c'est ce que ces personnages oublient. Alors tu me posais la question des humanitaires, est-ce que c'est une critique de l'humanitaire, etc. Non. Moi, je ne connais que ces personnages. Je n'ai jamais fréquenté le monde de l'humanitaire.
j'ai étudié cette affaire. Voilà, elle m'a inspiré. Mais je ne ferai pas de généralité sur l'humanitaire. Est-ce que cette affaire avait quand même un écho personnel? Comment est-ce qu'on choisit une affaire d'actualité et qu'on décide d'en faire un film? Oui, il doit y avoir quelque chose. Oui, il y a certainement. C'est ce que je vous explique, c'est-à-dire je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne supporte pas qu'au nom d'une souffrance, d'une difficulté à avoir un enfant, d'une insatisfaction, on se mette à oublier l'autre et donc à rentrer dans ce genre d'entreprise. Est-ce que toute affaire d'actualité pourrait faire un bon film? Ça dépend par quel cinéaste, par quelle intimité cette affaire est attrapée, dont on se saisit. Alors avant de terminer sur les Chevaliers Blancs, votre prochain film, L'économie du couple, sort déjà dans quelques mois, a priori. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'ai tourné avec Versus Productions juste après ce film-là, un film qu'on a terminé maintenant, et on est très très heureux de savoir que le film sera dans un grand festival au printemps, et voilà, il va sortir. Je ne sais pas encore quand sera la date de sortie, mais c'est un film sur le couple. Voilà. Plus dans l'actualité alors? Plus dans l'actualité? Non, et c'est pas un fait divers, c'est pas voilà. Alors pour terminer, en tout cas je continue à vous remercier de parrainer Cinéwa, qui nous permet de partager ici notre passion du cinéma belge et d'être notre premier invité. À vos yeux, est-ce que le cinéma belge se porte bien? À Waterloo, le public belge se porte bien, manifestement. Mais je suis très sérieux quand je dis ça. Non, je pense que le cinéma belge se porte bien, mais je pense que le rapport des Belges francophones, je dirais pas au cinéma belge, mais au cinéma d'auteur, est assez problématique. Voilà. Mais après, il faut être optimiste. Quand on voit une salle pleine comme ça, je pense qu'il faut travailler. Il faut. Ce qu'il faudrait, moi, par exemple, moi, j'ai un rêve qui est, c'est pas de faire des millions d'entrées. Mon rêve, c'est d'essayer de faire le plus d'entrées possible avec des films complexes qui dévoilent la vie dans sa complexité et qui posent des questions complexes. Et je ne veux pas céder sur la complexité. Le cinéma, ce qu'on appelle faire un cinéma populaire, ça me fait peur parce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire avec des questions simplistes ou avec des propositions simplistes. Donc l'objectif, c'est d'amener le plus grand nombre vers la complexité, vers tout en étant dans le plaisir, parce que j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, quoi. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est le problème, c'est que, par exemple, sur Les Chevaliers Blancs, souvent j'ai entendu des critiques dire alors c'est un bon film, mais c'est dur. Hein. Oui, mais il faut se dire entre nous et à nos amis et tout ça que parfois aussi ça peut être un plaisir de voir des choses complexes et qu'on en sort grandi et voilà. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est-à-dire faire les tuches et faire des entrées. On va laisser ça aux Français. Ce qui serait magnifique, c'est qu'on fasse, je sais pas, enfin voilà, que ce soit Runescope ou que ce soit, je sais pas, les films de Fabrice Duez ou les films de Bouli ou même les Frères Dardenne, que moi il y a des choses que je peux apprécier.
voilà, qu'on fasse des entrées avec cette proposition-là. Même les frères Dardenne. Même les frères Dardenne. Il y a des bons films chez les frères Dardenne. Voilà, mais je pense que nous avons un peu fait le tour pour ce film. Merci à tous. vous. Merci d'avoir suivi cette interview et à Joachim Lafosse d'y avoir répondu. Si vous avez aimé, cliquez sur like et suivez-nous sur notre chaîne YouTube Cinéwa. Nous nous retrouvons bientôt pour une interview de Bouli Lanners qui nous parlera de son prochain film Les Premiers, les Derniers. D'ici là, si vous passez dans le coin de Waterloo en Belgique, n'hésitez pas à venir à nos événements qui sont annoncés sur notre page Facebook. À bientôt sur Cinéwa.